Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur Batimat 2024 et avec mes trois invités, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est la protection des oiseaux et la protection des oiseaux lorsque l'on fait de la rénovation énergétique. On appelle ça les oiseaux inféodés en façade. Pour en parler avec moi, Maëva Felten. Maëva, bonjour. Bonjour. Maëva, vous êtes responsable du programme Nature en ville de la LPO, LPO France. La LPO, qu'est-ce que c'est ? Donc la LPO, c'est une association de protection de la nature qui a été créée en 1912. Et donc, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. Mais depuis quelques dizaines d'années, la LPO, elle s'occupe de toutes les espèces et de tous les habitats. Voilà. Et une association internationale ? C'est une association nationale qui fait partie d'un groupe qui s'appelle BirdLife International. À côté de vous, monsieur Paul Saraïs, bonjour. Bonjour. Paul, vous êtes responsable du département architecture, qualité d'usage et biodiversité à l'USH. L'ai-je bien dit ? C'est tout à fait ça. L'USH ? Union sociale pour l'habitat, c'est l'union qui représente les fédérations des organismes HLM, donc le secteur HLM en France. Et vous venez de terminer votre congrès la semaine dernière. À Montpellier. À Montpellier. À côté de vous, Thibault Lelong. Thibault, bonjour. Bonjour. Thibault, vous êtes chef de produit chez Sto. Et Sto, qu'est-ce que c'est ? Alors, on ne présente pas, mais on va présenter. Sto, c'est un groupe familial allemand présent en France depuis une cinquantaine d'années. Et on propose des solutions pour la façade, que ce soit du ravalement, de l'isolation thermique par l'extérieur, enduit sur-isolant ou bardage. Voilà. Et on va voir comment vous vous intéressez donc à cette problématique d'oiseaux inféodés. Qu'est-ce que ça veut dire, les oiseaux inféodés en façade ? Alors, je vais vous les présenter. En fait, ce sont des oiseaux, mais aussi des chauves-souris, des reptiles, même des insectes, qui viennent se reproduire et aussi s'abriter dans les constructions humaines. Donc, ils peuvent se mettre dans divers endroits, en fait. Voilà, bon, on connaît tous quand même les hirondelles. Oui, on sait que les hirondelles aiment faire ses nids sur les façades. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme oiseaux qui... Alors, on va se limiter aux oiseaux, mais on sait que le travail que vous faites pour les oiseaux, vous faites le même travail pour les autres espèces. Oui, tout à fait. Il y a notamment le martinet noir. Donc le martinet noir, en plus, c'est une espèce qui est vraiment assez extraordinaire parce que c'est une espèce qui se pose quasiment jamais. Elle va boire, elle va manger, voler, dormir en volant. Et donc, elle se pose qu'à une seule période de l'année, c'est pendant la période de reproduction, où en fait, elle va venir couver les œufs et nourrir ses jeunes dans des cavités du bâtiment. Et une autre espèce qui est assez connue, c'est le moineau domestique aussi. Le moineau aussi s'intéresse aux bâtiments et vient nicher dans les bâtiments. Tout à fait. En façade. Il vient nicher dans les fissures qu'il peut y avoir dans les façades, sous les tuiles aussi, par exemple. Alors, est-ce que là, on est à la campagne ou on est en ville, hein, on est donc dans des villages, dans des villes. Et est-ce que ces oiseaux souffrent comme d'autres oiseaux de disparition ou en tout cas des populations qui sont de moins en moins nombreuses ? Tout à fait. Ce sont des espèces qui sont en déclin. Donc, il y a plusieurs études qui l'ont démontré. Donc, tout d'abord, il y a le suivi temporel des oiseaux communs. Donc, c'est une étude qui est réalisée par la LPO et par le MNHN. Donc, elle analyse la variation temporelle et spatiale de l'abondance relative de certaines espèces d'oiseaux. Et donc, notamment pour le martinet dont on parlait tout à l'heure, on est à moins 46% en baisse de population. Et ça, c'est uniquement en ville ou c'est ville et campagne ? Alors, c'est uniquement les espèces... inféodées à la façade. Voilà, c'est ça. Là, c'est 46%, c'est uniquement pour le martinet noir. D'accord. Voilà. On a le martinet, on a l'hirondelle des fenêtres aussi oui, qui souffrent moins pas mal. 23%. D'accord. Le moineau. Le moineau. Et le moineau domestique, il est encore plus touché en Île-de-France. Donc là, c'est une étude du CORIF et de la LPO qui a montré une baisse de 73% de la population de moineaux domestiques en 13 ans. 73%, c'est énorme. Hein. Oui. On a les chauves-souris, donc qui ne sont pas des oiseaux, mais qui y ressemblent, on va dire. Les chauves-souris, elles aussi disparaissent des villes ? Oui, tout à fait. Là, on a une autre étude à nouveau. Donc là, c'est Vigikiro qui a fait cette étude-là. Et pour une espèce, par exemple, qui est la pipistrelle commune, c'est une toute petite chauve-souris qu'on va retrouver dans nos bâtiments. Eh bien, ils ont observé une diminution de moins 24% en 17 ans de cette espèce-là. Voilà. Donc tous les oiseaux et les chauves-souris inféodés à la façade souffrent beaucoup, on va dire, de l'activité humaine. Mais est-ce que ce n'est que parce qu'ils nichent en façade et qu'on rénove des façades ?
Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors il y a plusieurs explications, enfin plusieurs hypothèses. Donc tout d'abord c'est le manque de nourriture, parce qu'on a des espaces végétalisés qui sont très entretenus, donc ça veut dire qu'on n'a pas de fleurs, qu'on n'a pas d'insectes et qu'on n'a pas de graines. Donc les espèces en fait elles vont pas trouver de quoi se nourrir. Le martinet noir par exemple il est insectivore. Donc, le fait de ramener un peu de nature en ville, comme on tente de le faire aujourd'hui, devrait donner un peu de marge à ces oiseaux, enfin de marge, ouais. Devrait redonner un peu de vie, enfin en tout cas de nourriture à ces oiseaux. Tout à fait, c'est ça. C'est en fait d'avoir une gestion écologique de ces espaces végétalisés qui va permettre à nouveau d'avoir de quoi nourrir en fait ces espèces-là. Donc ça c'est la première chose. Donc Oui. il n'y a pas que la façade. Mais quand on rénove une façade, Oui. on a tendance à faire des choses très plates. Après, enfin, il n'y a plus de possibilités pour les oiseaux. Mais c'est pas aussi simple que ça, je crois. Parce qu'il y a un moment donné, il faut que les oiseaux reviennent après la rénovation. C'est ça exactement. Donc en fait, dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, si on ne prend pas en compte ces espèces-là, alors que c'est obligatoire parce que ce sont des espèces protégées. Voilà, vous allez nous en parler après, hein, Voilà. de la réglementation. Et donc, ce qui arrive, c'est que l'isolation thermique par l'extérieur, elle vient obstruer les cavités. Donc, en fait, ces espèces-là, elles n'ont plus de logique quand elles reviennent effectivement de migration d'Afrique. Eh bien, il n'y a fini. plus rien. Il n'y a plus rien. Et Voilà. elles ont des habitudes, ces espèces. Tout à fait. Notamment le martinet noir, eh bien, chaque année, il va revenir à la même cavité pour se reproduire. Et donc, si une année, eh bien, il revient et que cette cavité, elle est obstruée, eh bien, en fait, comme il est particulièrement têtu, en plus, il va revenir à la même cavité, il va effleurer au même endroit, etc. Et il n'y aura pas de cavité, il ne pourra pas se reproduire. Et ça peut être un échec de reproduction sur cette année en cours. Voilà. Et comme on sait que c'est déjà difficile pour eux, on Oui. en rajouterait avec ça. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Il y a plusieurs problèmes, mais il y a un des problèmes pour ces oiseaux, c'est de pouvoir revenir nicher là où ils ont l'habitude de venir, pouvoir trouver des petits trous pour aller se loger. Quand vous, à l'USH, ah ben non, j'ai oublié une chose, c'est la réglementation. La réglementation. Alors dites-nous la réglementation, parce qu'en fait elle est assez stricte. Oui, tout à fait. En fait, la plupart des espèces qui sont inféodées au bâti, elles sont protégées. Donc, ça signifie qu'on ne peut pas détruire son habitat. Donc, on ne peut pas boucher les cavités, on ne peut pas les détruire. Et on ne peut pas non plus détruire les nids d'hirondelles, même s'ils sont vides. Parce que, effectivement, l'hirondelle, pareil, elle va revenir chaque année à ce nid, elle va le reconstruire, etc. Donc, c'est interdit de détruire les nids, c'est interdit de détruire les œufs et les individus. Donc, c'est un délit. Un délit, hein. Oui, c'est un délit. Donc, voilà, qui est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Voilà. D'accord. Donc il faut y faire très attention. Est-ce que les Oui. entreprises du bâtiment, les entreprises que vous côtoyez, par exemple, est-ce qu'elles ont conscience de ça? Alors, cette réglementation est très méconnue, que ce soit pour les applicateurs, mais aussi chez des bailleurs ou chez des architectes. C'est quelque chose qui n'est pas souvent connu. Mais là où on en viendra peut-être après, c'est qu'on a la chance d'avoir un public qui est réceptif au message. C'est-à-dire que quand on leur explique tous les enjeux, quand on leur explique la réglementation, ils sont ouverts à la discussion, ils sont ouverts à prendre en compte ces particularités de ces espèces protégées. Du côté des bailleurs, est-ce qu'on a conscience de ça quand on prévoit des travaux de rénovation énergétique avec isolation thermique par l'extérieur? Oui, ça va crescendo, c'est-à-dire qu'en premier lieu, c'est quand même un pilotage du risque qui est appréhendé. Maëva le disait, hein, on a un risque Oui, parce pénal. qu'on a vu la réglementation et vous allez nous dire les conséquences que ça a, parce que du coup, ça impose de ne pas faire les travaux à certains moments de l'année. Mais allez-y sur la prise de conscience et sur le travail peut-être aussi que vous faites d'information. Oui. Donc en premier lieu, quand on écoute nos adhérents, c'est se dire attention, il y a un partage du risque, il y a un risque pénal, donc comment on anticipe ça? Et l'enjeu d'anticipation, c'est effectivement la sensibilisation, la connaissance, c'est connaître un petit peu les enjeux pour le maître d'ouvrage, pour l'entreprise, pour le maître d'œuvre, que toute l'équipe soit effectivement formée et qu'il y ait des professionnels aussi compétents pour encadrer ça, des écologues notamment. Et du coup, il faut quand même le resituer à la croisée des enjeux qui sont ceux du maître d'ouvrage, notamment pour ce qui est des foncières, pour ce qui est des bailleurs, qui est de dire on s'inscrit dans des trajectoires massives de rénovation du parc, si les moyens sont là pour le faire.
parce que notre parc HLM, c'est 4,8 millions de logements. Et on est sur une trajectoire de rénovation de 150 à 160 000 rénovations de logements par an d'ici 2050. Donc c'est massif, cet effort de rénovation. Voilà, et ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'isolation thermique par l'extérieur. Oui, c'est pas la solution exclusive. Mais ça en fait partie. Pour avoir une idée, il y a 20% de notre parc, des 4,8 millions, qui ont été construits avant 1946. Peut-être ceux où on a le plus d'infractuosité, de capacité effectivement de nicher pour les oiseaux, en tout cas lorsqu'ils nichent dans la façade. Le reste s'est construit après avec le gros effort des bâtiments de la reconstruction et puis les constructions plus récentes. Donc c'est de l'isolation thermique par l'extérieur qui est fait et l'enjeu effectivement de voir si on va avoir des façades lisses sur les bâtiments que l'on rénove. Les entreprises aussi, hein, vous me disiez, elles ont conscience du problème ou pas ? Les entreprises avec qui vous travaillez ? Pas forcément. En fait, elles prennent conscience du problème lorsqu'elles sont sur chantier et qu'il y a des associations telles que la Ligue pour la protection des oiseaux qui passent et qui les sensibilisent. Mais globalement, quand on vient présenter, nous, nos nichoirs, la première réaction, c'est qu'est-ce que c'est que ce produit, à quoi ça sert, pourquoi je devrais en mettre. Donc il y a vraiment un manque d'information pour le moment qu'on essaie de résoudre aussi avec le groupe de travail Rénovation du bâti et biodiversité. Voilà, on va en parler après de ce groupe de travail. Le fait qu'il y ait une réglementation, hein, que ces oiseaux soient protégés, ça impose presque une saisonnalité dans les travaux. Et après, on verra, parce que on va les faire. On a un nid d'hirondelles, on va faire des travaux d'isolation thermique par l'extérieur. Et à un moment donné, on est obligé de le détruire, ce nid. Oui. Si on veut faire les travaux. Oui. Ça veut dire qu'après, il faut peut-être aller remettre un nid. Vous allez nous expliquer. On va prendre l'hirondelle des fenêtres, hein, son petit nid, des travaux. Un, la saisonnalité des travaux. Et deux, qu'est-ce qu'on met en place pour que l'hirondelle revienne et puisse retrouver ses habitudes. Voilà. Donc, en fait, si on ne peut pas faire autrement que détruire le nid, ce qui est le cas dans le cadre de la pose d'isolation thermique par l'extérieur, en fait, il va falloir faire une demande de dérogation espèces protégées. Et il va falloir compenser la perte du nid. Qui fait cette demande de dérogation ? C'est le maître d'ouvrage ? C'est le bailleur ? Ça peut être le maître d'ouvrage, ça peut être aussi demandé à une association ou bien à un bureau d'études en écologie de faire ce dossier. Et ensuite, c'est un dossier qui doit être rapporté à la DDTM ou à l'ADREAL. Donc déjà, il faut faire une déclaration, quoi, en fait. Voilà. Et il faut montrer qu'on va compenser la perte de ce nid. Voilà. Et comment on compense la perte de ce nid une fois qu'on a mis en place l'isolation thermique par l'extérieur ? Eh bien, il faut mettre en place, donc, pour l'hirondelle de fenêtre, soit des nichoirs artificiels, donc, où elles vont l'occuper par la suite. Pour améliorer en fait, le fait qu'elles reviennent dans ces nids, il faut faire ce qu'on appelle de la repasse. Donc, c'est quoi la repasse ? La repasse, c'est le fait de diffuser des champs d'hirondelles de manière à ce qu'elles soient attirées vers ces nids artificiels et qu'elles se reproduisent à cet endroit-là. Donc elles vont aller naturellement dans le nid artificiel, elles vont pas aller refaire le nid sur mon ITE toute propre. Alors, si la façade l'enduit, eh bien c'est lisse, non, parce qu'elles ne peuvent pas accrocher leurs petites boulettes debout. Par contre, on peut aussi mettre des dispositifs qui sont des dispositifs incitatifs qui vont permettre à l'hirondelle de construire son nid. Donc on peut faire par exemple des bandes rugueuses ou bien on peut mettre d'autres dispositifs qui vont permettre à l'hirondelle de construire son nid à cet endroit-là. Voilà. Donc, et je parlais de saisonnalité tout à l'heure dans les travaux. Ça veut dire qu'il y a des périodes de l'année où ça devient difficile de faire des travaux. Alors, en fait, l'hirondelle de fenêtre, c'est une espèce qui est migratrice et elle va revenir à partir du mois de mars. Et donc, à partir de là, les nids, ils sont en reconstruction. Ils vont être occupés. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on ne peut pas réaliser les travaux lorsque le nid il est occupé et qu'il y a des jeunes. Donc, il faut décaler les travaux à partir du mois de septembre. Et ça, c'est une obligation parce que j'ai affaire à des oiseaux qui sont espèces protégées, on est d'accord ? Voilà. Donc, c'est le mieux à faire, mais c'est vrai que dans certains cas, par exemple dans le cas du martinet noir, par exemple, il arrive
que les travaux ne puissent pas être décalés parce qu'en fait l'espèce elle n'a pas été identifiée au départ. C'est urgent, donc qu'est-ce qu'on fait pour la préserver? Donc on va mettre des nichoirs temporaires sur les échafaudages et en fait ils vont les occuper et par la suite on va intégrer des nichoirs dans l'ITE, dans l'isolation thermique par l'extérieur, qu'ils vont occuper par la suite. Et ils vont dans les nichoirs temporaires. Oui, ils vont dans les nichoirs temporaires avec de la repasse. D'accord. Avec de la Repasse. D'accord, avec des chants. Oui. Voilà, on leur met un peu de musique. Quand on dit à un bailleur social qui a prévu, qui a une campagne de travaux, hein, et qu'on lui dit, écoutez monsieur, il va falloir arrêter votre chantier, c'est pas le moment, il faudra revenir dans 6 mois. Comment ça se passe? En premier lieu, c'est ce qui a été dit. Il faut d'abord savoir s'il y a des individus, s'il y a des espèces qui sont présentes. Et est-ce qu'on fait cette recherche systématiquement? Alors, justement, un maître d'ouvrage HLM, il est, à ma connaissance, pas naturaliste ou pas écologue de formation. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir instaurer un peu dans la checklist du maître d'ouvrage le fait d'avoir un diagnostic pour pouvoir repérer la présence de ces individus, de s'appuyer sur des associations locales, de s'appuyer sur des entreprises spécialisées en la matière. Et là, ça enclenche quelque chose, parce que du coup, il y a la petite sirène qui s'allume en disant « Attention, espèces protégées, c'est tenir compte effectivement de leur présence pour faire une demande de dérogation auprès des DREAL, pour avoir l'autorisation de faire des mesures de compensation. Et c'est définir les modalités d'intervention sur le bâti. Mais ça, on y reviendra, parce que derrière, c'est savoir qu'est-ce que je fais. Quand on est ça, moi, je ne suis que maître d'ouvrage. Qu'est-ce que mon architecte va dire? Est-ce qu'il est connaissant, compétent sur le sujet aussi? Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, et le passage de l'écologue, je pense, est primordial, parce que même on parlait de calendrier, le fait que l'écologue passe, ça va permettre aussi d'établir un calendrier de chantier précis pour éviter d'arrêter les chantiers. Si on prévoit, on n'a pas besoin d'arrêter les chantiers. Oui, oui, si on prévoit. Il ne faut pas qu'il y ait des oiseaux partout, parce que sinon je suis vraiment embêté. Oui. Mais, excusez-moi. Mais il faut le prévoir. Hein, et si on l'anticipe avec un écologue, normalement ça se passe bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. En fait, ces espèces, malheureusement, elles sont encore particulièrement méconnues. Voilà. Et ces projets... Les hirondelles méconnues? Les hirondelles, non, mais le martinet noir, par exemple, qui va dans les cavités. En plus, ils ne sont pas tout le temps là. Ils sont discrets. Donc, ils sont très discrets. Donc, c'est vrai que... Voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets de rénovation énergétique, très souvent, en fait, ils ne sont pas soumis à études d'impact. Donc, en fait, il ne va pas y avoir systématiquement d'inventaire naturaliste de réaliser. Donc, c'est vrai que maintenant... nous, on souhaite travailler sur la diffusion en fait, de ces informations qui sont liées aux espèces inféodées au bâti pour faire connaître ces espèces, mais aussi les solutions qu'on peut mettre en œuvre. Qu'on peut mettre en œuvre. Alors, on a une solution là devant nous. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un nichoir à martinet. C'est un produit qu'on a intégré à la gamme Sto il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et qui du coup a pour objectif d'aider nos applicateurs, nos clients, à répondre à la réglementation. Décrivez-le-moi. Dites-moi comment ça se met en place et comment on fait. Alors, ça, c'est un nichoir en béton de bois. Donc, c'est un mélange de béton et de sciure de bois, qui est un matériau tourné vers l'environnement, comme j'aime le dire. Et il y a une plaque dessus qui est de la vérolite. Donc, c'est de la perlite expansée. En fait, ce nichoir-là, il a l'avantage d'être simplement collé dans l'isolation. Donc, on vient le mettre en œuvre en même temps qu'on vient coller le polystyrène. Il remplace l'isolant? En fait, dans la mesure du possible, parce que c'est une dimension qui est fixe, une épaisseur qui est fixe, on vient isoler l'arrière du nichoir avec un isolant qui a des très bonnes propriétés thermiques. Et ensuite, on vient le coller au même moment qu'on vient coller le polystyrène ou l'isolant autour. Et ensuite, en fait, l'avantage pour les applicateurs, c'est qu'on vient mettre en œuvre l'ITE sur le nichoir. C'est-à-dire qu'on met une passe de sous-enduit, on met la finition et au final, il y a seulement le petit trou que vous voyez là. Le petit trou qu'on laisse. D'accord. Et le martinet, lui, passe par le petit trou. Exactement. Et l'ensemble est creux. L'ensemble est creux, exactement. D'accord. Alors, vous avez la même chose pour les hirondelles, vous avez la même chose pour chaque espèce d'oiseau? Alors, pour le moment, on a un nichoir, on a 2 nichoirs pour les chauves-souris, un qui est intégré de la même manière et un qu'on vient mettre en applique sur la façade. Celui-ci, c'est le nichoir qui est intégré.
D'accord. du coup qui suit exactement le même procédé que celui-là. Mais on a aussi des nichoirs qui viennent se mettre une fois que l'ITE est complètement terminé. Celui-ci, c'est un nichoir qu'on vient mettre, donc c'est pour chauve-souris aussi. Une fois que l'ITE est fini, on a des fixations adaptées qui viennent permettre de mettre ce genre de produit. Et j'imagine, oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais dire, c'est important que ces types de solutions soient connus parce qu'en fait, l'enjeu, c'est l'anticipation très en amont par l'architecte ou par l'entreprise qui va réaliser les travaux de ces solutions. Comment je vais les prescrire, comment je vais les intégrer à mes marchés, à mes cahiers des charges, où est-ce que je le situe aussi sur mon bâtiment. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Alors, je ne sais pas qui veut m'en parler, mais sur l'exposition, est-ce que ma façade sud en plein soleil est adaptée? Est-ce que parce que si je peux aussi vouloir faire venir des oiseaux alors qu'il n'y en avait pas, est-ce qu'il y a des règles à suivre? Alors, pour les martinets et les hirondelles, le mieux, c'est de remettre les nichoirs à l'endroit où il y avait les anciennes cavités. D'accord, là où ils étaient. C'est là où ils reviennent en priorité, donc ça améliore le succès, en fait. Voilà. Et pour... Non, j'allais dire pour les moineaux, parce que les moineaux, ils ont plus mauvaise réputation. Alors, pour les moineaux, donc ça va être pareil, ça va être des nichoirs qui peuvent être intégrés au niveau juste en dessous des toitures, par exemple. Voilà, ça se fait souvent. Faut éviter évidemment de les mettre à proximité des chambres, par exemple, pour les moineaux, si on veut éviter d'avoir le petit pépillement des oisillons le matin. Ou si on le veut. Ou si on le veut. Et l'exposition de la façade a aussi son importance? Alors oui, en principe, on recommande plutôt de les mettre à une exposition sud-est, sud-sud-est. Voilà. Et puis à une certaine hauteur aussi. Mais de toute façon, l'oiseau, lui, enfin le martinet ou l'hirondelle, c'est exactement où Voilà. il faut se placer. Donc Exactement. il faut observer et se mettre remettre les nichoirs à leur place. Oui. Les moineaux, vous faites quelque chose pour eux? Oui, exactement. Ouais. On a un nichoir qui vient en applique du coup une fois que l'isolation est terminée. Et on est en train du coup de développer un nichoir. C'est celui-là, Voilà, c'est exactement. celui-ci. Et on est en train de développer un nichoir intégré qui suivra le même principe que celui-là pour les moineaux aussi. Vous leur montrez à vos adhérents, enfin aux gens de l'USH, ces objets. Vous essayez d'avoir une sensibilisation? Oui, on a des entreprises qui sont présentes à notre congrès qui les présentent. Et puis après, l'enjeu, c'est de diffuser les travaux, par exemple, de la LPO, un guide méthodologique en la matière où on revient sur ces solutions. À nouveau, l'enjeu, c'est que ce soit connu du maître d'ouvrage, qu'il y ait cette sensibilisation, que l'architecte aussi les connaisse, qu'on sache les poser, qu'on garantisse l'absence de pont thermique. Donc, suivant les solutions, on sait qu'il peut y avoir des emplacements privilégiés dans le bâtiment pour pas qu'il y ait de percée d'humidité derrière dans le bâti. Mais oui, c'est à diffuser. Il y a un enjeu derrière d'effectivité de ces nichoirs, parce que l'enjeu, c'est de montrer que les mesures de compensation soient bien suivies des Et faits. mise en place. Donc, ce qui n'est pas toujours facile à piloter pour le bailleur. Et ça nous renvoie peut-être à autre chose par rapport à ce que disait Maëva. C'est que on a l'enjeu de ce qu'on va intégrer sur la façade dans l'isolant. Plus globalement, c'est s'assurer que l'environnement aux alentours est aussi favorable pour les oiseaux. Et là, donc, les bailleurs sociaux ont aussi des terrains non bâtis, que ce soit des parkings, des aires de jeu ou autres. Il y a une réflexion pour se dire comment ces espaces sont aussi désimperméabilisés, revégétalisés pour le faire. Donc il y a des velléités des bailleurs d'aller là-dessus. Pas toujours le modèle économique, en tout cas, qui fonctionne. Pour le faire, ouais. Mais il faut penser de façon conjointe ce qu'on met sur la façade et ce qu'on met au pied de nos immeubles. Voilà, sur la façade et au pied de la façade, parce qu'il faut de la nourriture pour ces oiseaux. Hein. Il y a un guide, c'est ça, hein, vous disiez, un guide qui a été établi par la LPO? Oui, tout à fait. En fait, on a lancé en 2023 un projet rénovation du bâti et biodiversité dont parlait Thibaut tout à l'heure. Voilà, je voulais vous interroger là-dessus tout à l'heure. Et donc, c'est un groupe de travail interprofessionnel qui s'est monté, notamment avec la participation de Paul et de Thibaut. Et on a également, par exemple, le conseil scientifique et technique du bâtiment qui a assisté à ces ateliers et qui nous a particulièrement aidés.
Et on a aussi des concepteurs de nichoirs, comme Natache par exemple, qui est présent sur le salon Batimat. D'accord. C'est-à-dire qu'on a quand même maintenant un ensemble, on a à la fois donc, la LPO, on a les bailleurs, on a les entreprises, enfin les industriels, et il y a un travail qui est fait aussi auprès des entreprises. Par exemple, je pense à la FFB, je pense aussi à la FFB, avec qui on avait travaillé sur le sujet, et il y a la CAPEB. Et oui, alors il y a aussi les architectes aussi dans le cadre. Les architectes aussi s'intéressent au sujet. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on cherche à s'informer sur le sujet. Vous sentez que ça... Je ne sais pas, depuis que vous vous en occupez, est-ce que vous sentez que les choses évoluent par rapport à ça? Oui, on sent que les choses commencent à évoluer, mais qu'il y a un grand besoin de formation, de sensibilisation au sujet. Et c'est pour ça qu'on fait ce guide technique qui va sortir en novembre, donc qui s'appelle Rénovation du bâti et biodiversité. Il va être présenté aussi lors d'un événement donc, qui sera le 21 novembre à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Voilà, donc on commence vraiment à faire les choses. Du côté des industriels, je sais que STO a un organisme de formation, forme les artisans, est-ce que vous incluez dans votre formation, est-ce que vous sensibilisez à la protection des oiseaux dans les formations que vous réalisez chez vous? Alors oui, exactement, et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai pu prendre ce nichoir, donc je leur ai emprunté pour la journée. Donc en fait, nous, quand on forme les artisans, on les forme aux bonnes pratiques de l'ITE, mais aussi aux réglementations, et du coup, on intègre cette réglementation-là dans nos formations. Et vous-même, vous avez aussi des actions de formation. Alors vous avez de l'information, mais est-ce qu'il y a la formation également sur le sujet, et plus largement sur la biodiversité? Alors oui, sur la biodiversité, on a des programmes de sensibilisation, de réunions de réseau, des modules qui se développent en la matière. Pour nos maîtres d'ouvrage, après il y a derrière des enjeux de communication aussi auprès des locataires pour faire comprendre effectivement qu'est-ce qui est installé juste en haut de ma fenêtre. Parfois quelques difficultés sur certaines espèces, les Est-ce qu'il y a un sujet pigeon? Alors le sujet pigeon. Excusez-moi, je vous donne la parole après. Non, parce que on sait tous que on voit tous ces pics qu'il y a un peu partout et des gens qui ne veulent pas de pigeons sur leur balcon. Alors les pigeons ne peuvent pas rentrer dans les nichoirs à martiner. Voilà, donc, et puis si on a globalement des cavités sur nos bâtiments en fait, qui sont occupés par les pigeons, je pense au trou de Boulin par exemple. Si on ne souhaite pas avoir des pigeons, eh bien, on peut réduire le trou d'envol et donc on n'a plus de pigeons, on a d'autres espèces qui viennent. Et sur les pics à pigeons, donc c'est vraiment à éviter parce qu'en fait le pigeon, ça ne le dérange pas forcément. Il peut construire son nid sur les pics. En revanche, le martinet, quand on a des pics qui sont au niveau des toitures ou des cavités que les martinets utilisent, eh bien, ils peuvent s'empaler sur ces pics. Donc il vaut mieux ne pas les utiliser. Donc il ne faut pas les utiliser, ça ne sert à rien pour les pigeons et ça gêne les martinets. Le pigeon est une espèce protégée ou pas? Non. Excusez-moi, je vous ai interrompu parce que d'un seul coup, j'ai eu cette image du pigeon sur ses pics. Mais ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir aussi des locataires. Hein. Qui est-ce qui va venir s'installer là devant ma fenêtre comme espèce? Est-ce qu'on a des nuisibles et comment je vais cohabiter avec les hirondelles? Donc il y a toujours de l'information aussi à faire parce que derrière il y a aussi parfois des prestations d'entretien des nichoirs qu'il faut prévoir. Il y a un enjeu de coût, mais il y a aussi un enjeu de temporalité d'intervention pour expliquer pourquoi quelqu'un va venir devant ma fenêtre pour nettoyer les nichoirs. Donc ça, c'est intégré aussi demain dans la communication en la matière. Voilà, tout le monde doit s'y intéresser. Enfin, on doit informer tout le monde, sensibiliser tout le monde à ces questions. Et on rappelle que c'est des espèces protégées. Après, ça c'est la version obscure de la présentation, mais globalement, la présence de la nature en ville, que ce soit faune-flore, est souvent bien perçue et la présence d'espaces verts et d'espèces vivantes renforce généralement l'attrait des résidences. Oui, on en a besoin de toute façon. Vous avez le mot de la fin, sauf si vous avez quelque chose à nous dire. Thibaut. Non, c'est bon pour moi. Mettons des nichoirs partout. Exactement, pour préserver la biodiversité en façade. Je voulais simplement revenir sur ce que Paul vient de dire. C'est vrai que il peut y avoir des nuisances. On parlait de l'hirondelle de fenêtre. La problématique, ce sont les déchets qu'elles peuvent produire, en fait, les fesses, etc.
Et en fait, il y a des solutions qui existent pour éviter que ça tombe sur son rebord de fenêtre ou bien Mon grand-père, dans par son terre. garage, mettait une petite planchette. Et bien voilà, exactement. Donc il y a des planchettes qui existent, il y en a qui sont très esthétiques par ailleurs et qu'on peut poser. Et donc on n'a pas ces déchets qui tombent en bas du bâtiment. Bien sûr, il faut après les nettoyer par moment pour éviter l'accumulation. Donc rendez-vous pour vous trois le 21 novembre, c'est ça? Oui. Pour parler, pour présenter votre guide. Écoutez, fait. merci Merci et puis on beaucoup. essaiera Merci. d'être là. Merci de nous avoir parlé de ces oiseaux inféodés. C'est quand même important et on voit que c'est possible lorsque l'on veut rénover, lorsque l'on veut installer une isolation thermique par l'extérieur, de protéger aussi la biodiversité et les oiseaux. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal pour nous en parler. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire presse 5 Façades. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.